L'inflation semble ralentir en France, s'établissant à 5,6% sur un an en septembre. Elle était de 5,9% en août. Cette diminution relative est liée notamment à une stabilisation des prix de l'énergie et des services. La France semble par ailleurs plus résistante que ses voisins européens face à cette crise, mais sommes-nous pour autant tirés d'affaire? Le nouvel interventionnisme de l'État semble pour l'instant porter ses fruits, mais pour combien de temps? Que peut encore le politique face à l'inflation, ce qu'on appelait jadis l'économie politique? Bonjour Thomas Porcher. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business, membre du collectif Les économistes atterrés. Alors, vous publiez Mon dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Et si j'ouvre ce dictionnaire à la notice inflation, vous dites que le problème n'est pas l'augmentation des prix, mais la vitesse à laquelle ils progressent en comparaison avec les revenus. Que se passe-t-il en France selon vous aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, pourquoi on a déjà une inflation un peu plus faible que les autres pays, ce que vous avez rappelé? Parce que l'inflation, au départ, avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, elle vient des plans de relance. Vous savez, l'économie a été à plat avec le Covid, et puis on a fait des plans de soutien à l'activité. Et à un moment, il y a eu un décalage entre la demande et l'offre. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de soutien, mais l'offre ne répondait pas, notamment parce que dans les pays asiatiques, eux, ils étaient confinés quand nous, on était déconfinés. Donc l'inflation vient de là. Et déjà, à cette époque-là, on avait une inflation moins forte que, par exemple, l'Allemagne et les États-Unis, parce que notre plan de relance était beaucoup moins puissant que ces pays-là. J'ai fait une entrée plan de relance où je montre que notre plan de relance, c'est plus un plan de compétitivité qu'un vrai plan Qu'est-ce de qu'est-ce que ça veut relance. dire? Quelle est la différence entre un plan de relance et Normalement, un c'est plan... un plan où on investit, où on envoie de l'argent dans l'investissement public. C'est ça majoritairement. Et nous, dans ce qu'on a appelé le plan de relance, hein, et c'est Agnès Benassi-Kéré qui le dit elle-même, hein, Une économiste, voilà, une vos économiste, consoeurs. voilà, exactement, qui dit en fait que c'est plus un plan de compétitivité. C'est-à-dire que nous, dans notre plan de relance, il y avait beaucoup de baisses d'impôts, notamment d'impôts de production, plus que de l'investissement public en réalité. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Ça se c'est décide à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe, ou alors c'est purement national? bah, les plans de relance la puissance des plans de relance sont différents en fonction des nations dans l'Europe. Par exemple, l'Allemagne a été beaucoup plus fort que nous. Les États-Unis, bon, eux, ils ne sont pas dans la zone euro, donc ils ont été plein pot, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, en période de crise, les États-Unis soutiennent beaucoup plus fortement leur économie que les Européens, contrairement à l'idée reçue. Mais pour revenir à l'inflation, il y a une autre partie après de l'inflation qui est venue du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et qui est une inflation importée, venant des prix du pétrole, venant du blé et venant du gaz. Oui. Donc, on a une inflation liée au plan de relance et une inflation importée. Quel est le problème de cette inflation? En réalité, si les salaires étaient indexés au prix, il n'y aurait pas de problème. Parce que les prix augmentent de 6%, les salaires augmentent de 6%, le pouvoir d'achat est préservé. Mais personne ne veut augmenter les salaires. Le patronat ne veut pas les augmenter, le gouvernement appelle les entreprises, mais il ne fait que les appeler, je pense que Bruno Le Maire les a appelés une dizaine de fois depuis 2017, à augmenter les salaires, mais elles ne veulent pas les augmenter. Parce que les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Les grosses entreprises, elles répercutent sur les coûts, enfin il y a une hausse des coûts via l'inflation, elle les répercute sur les prix sans répercuter une hausse sur la masse salariale. C'est-à-dire qu'elles font une marge supplémentaire en gardant la même masse salariale sans reporter les prix. Alors là, on nous agite le spectre de l'hyperinflation. Mais c'est ce que j'explique dans le dictionnaire, il ne faut pas confondre inflation à 6% et hyperinflation à 20 000% de l'Argentine. On en est très très loin. Vous voyez, on en est très 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 loin. Et donc on pourrait indexer, et au moins on pourrait ouvrir une discussion pour indexer, je ne sais pas moi, les salaires en dessous de 3 000 euros, parce qu'au-delà peut-être on sent moins l'inflation, les indexer au prix pour préserver le pouvoir d'achat des gens. Mais vous voyez, ces discussions, enfin, ce type de débat, il n'y a même pas une discussion qui est ouverte là-dessus au gouvernement. La question de l'augmentation des salaires, elle ne fait même pas partie de l'agenda, même pour les bas salaires. Et ça, c'est problématique. Mais alors, justement, que peut le gouvernement par rapport à cette inflation? Pourquoi, par exemple, nous explique-t-on à chaque fois à Thomas Porcher que la hausse des taux diminue l'inflation? Quel est le lien entre ces deux phénomènes économiques? L'inflation, c'est une demande supérieure à l'offre. Quand vous faites une hausse des taux, vous freinez l'activité, parce qu'il y a moins d'emprunts, etc. Vous freinez l'activité. Donc à ce moment-là, vous freinez la demande. Voilà. Donc là, en fait, d'une inflation qui est importée, qui ne dépend pas de nous, on joue sur les taux pour freiner l'activité, alors même que nous sommes dans une période de reprise économique. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas retrouvé notre niveau de richesse d'avant-crise Covid, hein. Ça, il faut le dire. Et puis, il y a certains départements, on va en parler tout à l'heure, hein, certaines communes, qui n'ont pas retrouvé leur niveau en PIB par habitant d'avant-crise de 2008, vous voyez, de richesse. Donc, est-ce que c'est le bon moment de freiner l'activité par une hausse des taux? Je ne crois pas. Et on préfère faire ça, aujourd'hui, on préfère faire ça,
que d'indexer les salaires sur l'inflation parce qu'on a peur que ça enclenche cette boucle salaire-prix. Et puis vous savez surtout hein, que l'inflation, ça grignote ce que gagnent les détenteurs d'actifs dans les actions, parce que les actions, elles sont en taux nominal, donc elles ne sont pas avec l'inflation. Et donc, on protège finalement les Ça épargnants. grignote finalement tous ceux qui ont de l'épargne. Ben, exactement. Donc, on préfère sauver des épargnants. Et plus vous êtes très riche, plus vous avez de l'épargne placée sous forme d'action. On préfère sauver les épargnants plutôt que de sauver les bas salaires. C'est exactement le choix, l'arbitrage qu'on a fait aujourd'hui dans la zone euro et en France particulièrement. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Thomas Porcher, c'est que finalement, une inflation raisonnable, pour vous, on est dans une fourchette encore raisonnable, ça n'est pas nécessairement un fléau économique? Non, moi je le dis, je cite plusieurs études justement dans l'entrée inflation du dictionnaire, où il y a plusieurs études, y compris d'économistes du FMI, qui montrent qu'une inflation en dessous de 10% n'a aucun impact sur la croissance à partir du moment où vous indexez, et aucun impact sur le pouvoir d'achat si vous indexez les salaires sur les prix. Il y a même d'autres études qui vont plus loin, qui vont à 20%, 30%. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre hyperinflation et hyperinflation. Et là, inflation pardon, et hyperinflation. Et là, on agite le spectre d'une hyperinflation pour ne pas indexer ses salaires sur l'inflation alors qu'on a à peine 6% d'inflation. Mais alors, la hausse des salaires, elle pourrait par exemple être décrétée pour les fonctionnaires, parce que là, il n'est pas nécessaire de faire des demandes, de gentilles demandes au patronat ou à je ne sais quelle catégorie d'employeurs. Il suffit pour l'État de faire une augmentation des salaires de ses salariés, autrement dit des fonctionnaires. Ça serait une possibilité, Thomas Porcher? Moi, je pense qu'il faudrait augmenter tous les salaires. Vous savez, c'est vrai qu'il y a un rattrapage. Comment le faire dans une économie de marché? Il y a, jusque dans les années 80, c'était dans la loi, hein, les salaires étaient indexés à l'inflation. Le SMIC est encore indexé à l'inflation. Donc là, je veux dire, ne serait-ce que de manière provisoire, voilà, quand on a une inflation comme ça qui est importée, qui n'est pas contrôlée, qui ne dépend pas de notre économie, bah, on pourrait le faire de manière provisoire. Et je veux dire, moi, ce que je reproche, c'est que le débat est même pas posé sur la table. Il est interdit de dire qu'on doit réindexer ces salaires, alors qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire et on pourrait. Si des gens ont tellement peur de cette surchauffe, bah, commençons par le faire en dessous des salaires, comme j'ai dit, de 3 000 euros par unité de consommation, ceux qui ressentent, qui prennent de plein fouet l'inflation. Parce qu'au-delà, je pense qu'on ne la ressent pas de la même façon. Donc, mais pourquoi on ne pose pas cette question? Ça, c'est parce que pour moi, bah, la hausse des salaires, c'est devenu un tabou, parce qu'il y a le MEDEF, le patronat, qui vous dit qu'il ne faut surtout pas toucher au salaire, parce que c'est un coût supplémentaire et parce que c'est déjà très élevé en France. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Thomas Porcher, vous qui êtes un économiste plutôt de gauche, on peut le dire, même franchement de gauche, vous avez dans mon dictionnaire d'économie, le livre que vous publiez chez Fayard, un certain nombre d'entrées qui témoignent effectivement à la fois du fait que vous êtes économiste et que vous souhaitez voir advenir un certain modèle de société ou une certaine forme de politique. Il y a pour vous des raisons de se réjouir, tout simplement parce que, par exemple, sur la question de l'énergie aujourd'hui, la dérégulation, la question de la concurrence qui était perçue comme étant un avantage, eh bien, ces questions-là qui étaient plutôt en phase avec un agenda libéral sont aujourd'hui en train d'être largement réexaminées. On considère maintenant que l'énergie, c'est un commun et que l'État ne peut pas complètement s'en désintéresser. Oui, oui, bah, je suis ravi parce que vous savez, en fait, moi j'avais cette ligne dès 2012 déjà, hein. Je critiquais la libéralisation des marchés de l'énergie. J'ai écrit plusieurs tribunes là-dessus qui ont été publiées dans différents journaux, mais avant 2015, où je disais qu'on ne peut pas appliquer un modèle de marché à l'énergie. Parce que l'énergie, en fait, a besoin du long terme, alors que les prix de marché, ce sont des prix de court terme. Il faut bien avoir en tête que l'énergie qu'on va consommer dans 20 ans, c'est celle dans laquelle on investit aujourd'hui. Donc il faut avoir une vision de long terme. Mais à l'époque, on disait non, non, il faut absolument casser nos monopoles publics. Ils fonctionnaient très bien. On avait EDF qui se chargeait de l'électricité, GDF qui se chargeait du gaz, Total de l'essence. Chacun finalement avait son énergie, ils ne se concurrençaient pas. Aujourd'hui, ces mêmes monopoles publics sont ouverts à la concurrence. Ils se concurrencent parfois entre eux, ce qui est ridicule. On l'a vu avec Areva et EDF, ce qui est complètement ridicule. Et puis on voit bien surtout que les promesses qui ont été faites à l'époque, par des gens parfois qui sont encore aujourd'hui aux manettes, ça a été que l'ouverture à la concurrence va faire baisser les prix. Et vous savez, dès 2005, les prix de marché ont été au-dessus des prix réglementés d'EDF. Donc on a réinventé des tarifs transitoires pour que les gens puissent revenir aux prix réglementés.
Et on se rend Mais compte ce qu'on aujourd'hui. nous expliquait, pardon, Oui, je vous ai coupé, Thomas Porcher, ce qu'on nous expliquait surtout, c'est que le fait d'avoir des secteurs concurrentiels sur le domaine de l'énergie allait redonner du pouvoir d'achat aux ménages, ce qui a été le cas, puisque pendant un certain temps, par exemple, ceux qui sortaient des monopoles avaient la possibilité, je parle des ménages, des entreprises, la possibilité d'avoir une ristourne sur l'énergie qu'ils consommaient. Ou- oui, mais très vite, ça a été démenti par les faits. Je vous le dis, dès 2005, le prix de marché est passé au-dessus du prix réglementé, du prix d'État, quoi, si on veut, au-dessus. Et donc là, le gouvernement était, en 2005, hein, très mal à l'aise parce qu'il s'est dit, j'incite les entreprises à aller sur les offres de marché et les prix sont élevés. Donc c'est là qu'ils ont inventé le TARTAM, un espèce de tarif, je l'explique très bien dans le livre, un tarif transitoire pour dire aux gens, bon, vous avez le droit de revenir. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui se font proposer des offres à des prix astronomiques, et vous avez le président de la République qui dit ne les signez surtout pas. Bah, c'est des gens qui sont sur des offres de marché. Vous voyez? Et puis il est interdit de revenir aux offres réglementées maintenant à partir de 2023. Donc c'est absolument ridicule. Donc on voit bien en fait, et j'ai fait une entrée libéralisation des marchés de l'énergie, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui on en revient. Moi ce que je veux maintenant, moi, c'est que les gens, à chaque crise, ils aient quand même toujours une analyse rétrospective sur ce qui nous a amené au fait que chaque crise met notre système, qu'il soit économique ou Mhm. énergétique, à terre. C'est parce que souvent, en amont, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont affaibli notre système. Je veux dire, le Covid, c'était inédit, on est d'accord, mais il y avait eu quand même des coupes très fortes qui avaient été faites sur l'hôpital les années précédentes, notamment en 2018, une des coupes les plus fortes qui avait été faite sur les hôpitaux. Donc la question que moi je me suis posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se serait passé face à cette crise si on avait des hôpitaux qui étaient au top? Combien de morts on aurait pu éviter? Et là, c'est pareil. Si on n'avait pas cassé nos monopoles publics, si on n'avait pas ouvert l'énergie à la concurrence, si on n'avait pas voulu faire cette espèce, mais juste pour une construction de grands marchés de l'énergie européen, qui fait qu'aujourd'hui les prix de l'électricité dépendent majoritairement des prix du gaz. Mais Où pourtant, on c'est en serait plutôt aujourd'hui? une bonne idée d'avoir un marché de l'électricité à l'échelle de l'Europe, Oui. puisque c'est plutôt la bonne échelle de mesure ou la bonne unité géographique, sociétale pour penser ces questions-là, Thomas Porcher. Non, je ne crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est pas parce que je suis contre l'Europe, parce qu'il faut être contre l'Europe. C'est parce que je constate un certain nombre de choses. La première chose, c'est déjà, avant le marché unique, il y avait des échanges entre énergéticiens au niveau européen. Il y en a toujours eu. C'est-à-dire quand il y a des pics, il y a des gens qui ont des surplus qui l'échangent. L'électricité, pardon, n'étant pas stockable, il faut faire ces échanges assez rapidement. Ça a toujours eu lieu, avant même la création du marché unique. Ça, il faut le dire. La deuxième des choses, c'est que, vous savez, au niveau européen, nos marchés de l'énergie ne sont pas uniformisés. Ça, je l'explique bien dans le livre également. C'est-à-dire que, par exemple, l'Italie n'a pas de nucléaire. Nous avons beaucoup de nucléaire. L'Allemagne se développe dans les renouvelables, a une forte dépendance aux centrales à charbon et aux centrales à gaz, notamment russes. Donc à partir du moment où nous n'avons pas le même système énergétique dans chaque pays, parce que chaque système énergétique dépend de choix politiques. Nous avons fait un choix de choisir le nucléaire. Je l'explique bien, il y a une entrée énergie nucléaire également dans le livre. Donc à partir de ce moment-là, faire un marché, eh ben, c'est-à-dire qu'on met dans le même pot des systèmes énergétiques différents qui ne fonctionnent pas de la même façon, et au final, les prix ne se déterminent pas de la même façon dans chaque pays. Donc ça crée des espèces d'usines à gaz, et aujourd'hui, le prix de notre électricité, qui est majoritairement du nucléaire, eh ben, dépend plus du prix de la centrale à gaz marginale européenne. Le bouclier tarifaire, vous y êtes donc favorable? Oui, bien sûr. Bah, mais bien sûr. Euh, c'est une bonne chose, heureusement qu'on bloque les prix de l'énergie un certain nombre. Bien sûr que je suis favorable. Je ne suis pas dogmatique, vous voyez, je ne vais pas être contre. Bien sûr que je suis favorable. Ce que je constate, c'est que aujourd'hui, si on bloque les prix des tarifs d'électricité, si on dit aux gens de se chauffer à 19 degrés, si on parle de col roulé, etc., c'est parce que, en amont, il y a effectivement l'événement de la guerre en Ukraine avec la Russie, qui est un des premiers producteurs de gaz et de pétrole, et c'est un événement majeur, mais vous avez eu un certain nombre de décisions qui ont été faites en amont, qui ont fragilisé notre système énergétique, et il faut également en parler. Thomas Porcher, justement, est-ce qu'il y a d'autres pays, d'autres prix, pardon, qu'il faudrait contrôler, ce système du bouclier tarifaire? Est-ce qu'il faudrait l'accommoder de telle ou telle manière sur, par exemple, l'alimentation, sur des biens qui vous paraissent aujourd'hui être des biens de première nécessité? Alors, je reviens sur mon premier propos, mais cette question ne se poserait même pas. On n'aurait pas besoin de faire de bouclier tarifaire, de semi-blocage des prix si on avait des salaires indexés sur l'inflation. Il n'y aurait pas ces questions-là. Ça, c'est la première des choses. Maintenant qu'il n'y a pas ça parce qu'on ne veut pas en parler, c'est un tabou,
bah, on reste sur ça. On bloque certains tarifs, on bloque certains prix. Mais le blocage des prix, c'est intéressant. Moi, je l'ai défendu. Enfin, pareil, il faut revenir un peu dans le passé. C'est-à-dire qu'en 2012, François Hollande, il y avait dans son programme une mesure phare qui était le blocage des prix des carburants. Beaucoup d'économistes étaient contre. Moi, j'étais pour. Pourquoi j'étais pour à l'époque le blocage des prix des carburants? Parce que je disais, vous savez, c'est prévu dans la loi, on a le droit de bloquer en cas de crise des prix, mais pas plus de 6 mois. Parce que ce n'est pas une situation pérenne possible. Mais dans ces 6 mois-là, quand on bloque les prix, ça nous permet d'avoir une stabilité et une visibilité pour repenser toute la fiscalité liée à ces prix de l'énergie et rendre les prix plus progressifs et équitables. Voilà, pour les ménages les plus pauvres. Bah, c'était pour ça que je voulais bloquer les prix. Les prix n'ont jamais été bloqués, finalement, et on n'a jamais eu cette réflexion sur la fiscalité, notamment des prix du carburant. Mais ce qui s'est passé après, quelques années plus tard, le mouvement des Gilets jaunes, c'était à cause d'une augmentation de la taxe carbone. Donc, moi, ce que je dis, c'est bloquer les tarifs, c'est très bien, mais bloquer pourquoi? Bah, justement, pour avoir cette réflexion et faire en sorte que, in fine, la fiscalité des carburants, elle pèse moins sur les ménages les plus pauvres. Bon, mais alors le signal prix, comme on dit dans votre langage, dans celui des économistes Thomas Porcher, le signal prix, il peut aussi inciter par exemple à abandonner un certain nombre d'énergies polluantes. Il peut avoir aussi un rôle parce que est-ce que là, on n'est pas en train finalement de faire un bouclier tarifaire pour inciter les gens à continuer dans leur mode de consommation alors qu'on sait qu'il va falloir les changer? Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, il y a une entrée signal prix où j'explique ça. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Beaucoup d'économistes disent ça. Mais ah oui, le prix augmente, les gens vont moins consommer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, on a l'exemple des prix du pétrole. Ils étaient à 20 dollars en 2002. Ils ont dépassé les 100 dollars, on se souvient, en 2008. Ils ont été jusqu'à 148 dollars. Qu'est-ce qu'on a vu comme révolution? On n'a pas vu de révolution. On n'est pas passé très rapidement à des changements de mode de consommation. En fait, il y a une partie Peut-être parce que ça n'était pas assez cher, avec des conséquences, bien sûr, si ça avait été 148. plus cher. Oui, mais Non, mais je vais même ces vous dire une chose. 148 sont absorbés aussi par des questions de taxes. Je vais même vous dire une chose, ça a été encore pire. Parce que, en fait, le prix était tellement haut que les grandes compagnies pétrolières ont fait des profits records à l'époque et ça a alimenté leur investissement, notamment dans les énergies, dans les pétroles non conventionnels, gaz de schiste, pétrole de schiste. Et quelques années plus tard, 5, 6, 7 ans plus tard, on a eu les États-Unis qui ont rajouté 3 à 4 millions de barils de pétrole de schiste principalement sur le marché. Donc vous voyez, en fait, quand le prix du pétrole augmente, l'exploration dans des pétroles non conventionnels très profonds, l'Arctique, les schistes, les sables bitumineux, deviennent intéressants. Donc ça alimente plutôt la production future que les changements de consommation. Donc le signal prix, ça peut fonctionner parfois, mais dans la majorité des cas, pour beaucoup de Français, quand ils prennent leur voiture, c'est une dépense contrainte. Et donc, ils subissent cette dépense et ils ne peuvent pas adapter leur comportement, à part, je sais pas moi, rouler en sous-vitesse ou limiter leur déplacement. Mais quand vous avez 30 km à faire pour aller travailler, vous êtes obligé de prendre votre voiture et point barre. Thomas Porcher, Mon dictionnaire d'économie, c'est le livre que vous publiez aux éditions Fayard. Dans une vingtaine de minutes, on se retrouve, on va évoquer le poids de cette inflation, de cette crise économique auprès des maires. Nous serons en compagnie d'Hélène Geoffroy, les maires de Vaux-en-Velin et vice-présidente de la métropole de Lyon, et Philippe Rio, maire communiste de Grigny, une des villes les plus pauvres de France. Philippe Rio a été élu meilleur maire du monde par la City Mayors Foundation en 2021. Il est 8h sur France Culture. C'est la suite des matins avec une question. Les banlieues sont-elles les grandes oubliées de l'inflation? Dans des communes où se mêlent logements mal isolés, population précaire et services publics sursollicités, l'hiver promet d'être particulièrement difficile. Pour y faire face, plusieurs maires demandent donc une aide de l'État, un bouclier tarifaire spécifique à la situation économique des zones prioritaires. C'est le cas des deux maires avec qui nous sommes en ligne ou avec qui nous devrions l'être, puisqu'on a des difficultés pour établir la liaison avec Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaux-en-Velin. Elle nous dira s'il y a aussi des problèmes avec les infrastructures de télécommunication. Nous sommes en revanche en communication avec Philippe Rio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire communiste de Grigny, une des villes les plus pauvres de France. En 2021, vous avez été élu meilleur maire du monde. Félicitations, c'est par la City Mayors Foundation. Nous sommes également en compagnie de l'économiste Thomas Porcher qui publie Mon dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Philippe Rio, cette crise actuelle, l'augmentation des prix de l'énergie, qu'a-t-elle comme conséquence sur la population de votre ville, autrement dit sur la ville de Grigny, qui est une ville de la banlieue parisienne? Une paupérisation galopante.
Lorsque la facture énergétique augmente de plus de 500 euros par an, c'est ce qui sera le cas dans le quartier d'habitat social de la Grande Borne ou dans la copropriété ou dans le logement individuel, dans le pavillonnaire, nos concitoyens doivent faire face à quelque chose qui est insupportable. Ce n'est pas possible. Et s'agissant des collectivités locales, Mhm. nous sommes déjà en pauvreté énergétique et nous allons toucher le fond du fond, c'est-à-dire la misère énergétique lorsque cette année, 1 million d'euros sont consacrés à payer les factures énergétiques et l'année prochaine, on nous annonce encore 1,5 million d'euros. Donc un bouclier plus fort pour les habitants, pour aussi les entreprises, les commerçants, les artisans sont en souffrance dans nos territoires. Et puis bien évidemment pour les collectivités locales. Ça C'est la représente quelle raison. augmentation pour vous, pour votre budget, celui de votre ville, autrement dit Grigny, Philippe Rio? L'augmentation pour l'année 2022 est de 60% d'augmentation de la facture énergétique. Mhm. Le chauffage et l'électricité pour lesquels il n'y a aucune mesure de protection de la part du gouvernement ou de l'Europe. Aucune C'est 1 mesure. million d'euros, c'est 1 million d'euros qui aujourd'hui ne me permettent pas de développer du service public, qui m'empêchent de lancer des marchés, donc Mhm. de faire vivre l'économie réelle. Mhm. Parce que une collectivité locale, vous savez, c'est 75% de l'investissement public en France. Et donc, à l'échelle de l'ensemble des collectivités locales, je pense aux départements avec les collèges, les lycées avec les régions, ce sont des milliards d'euros qui vont être dépensés dans Mhm. la facture énergétique, alors que notre pays a besoin de soutenir son économie et ses entreprises, Hélène et Geoffroy, je donc crois les salariés. Hélène Geoffroy, je crois qu'on a réussi à vous avoir en ligne. Vous êtes maire socialiste de Vaux-en-Velin. Même question, la facture énergétique, elle pèse sur le budget de votre commune, bien évidemment. Il y a d'autres choses qui doivent peser. Par exemple, les cantines, il y a une augmentation des prix de l'alimentation. Tout ceci n'est pas sans conséquence, bien entendu. Oui, bonjour, tout à fait. C'est vrai que nous sommes à un moment de budget que nous n'avons jamais connu parce que nous sommes en train de préparer le budget 2023 et refaire notre budget 2022 qui a été impacté beaucoup par les questions de crise énergétique après avoir supporté la crise du Covid. Et c'est la difficulté particulière dans laquelle nous allons, tous les maires, nous trouver, et plus particulièrement ceux de banlieue. Pour la cantine, c'est une augmentation des aliments annoncée entre 5 et 10%, et un marché que nous essayons de tenir en ayant la conviction que nous ne pouvons pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, parce que le pire serait que les parents retirent leurs enfants de la cantine si nous augmentons les tarifs. Et donc, nous sommes face à une gymnastique budgétaire à faire inédite. Pour moi, dans ma ville, c'est 1,3 million, 1,4 million de hausse des coûts de l'énergie annoncée pour le budget 2023, mais dès le budget 2022, chaque mois, nous avons 200 000 euros d'augmentation de coûts, que ce soit entre l'alimentation, les transports scolaires et l'énergie, Mhm. sans pour autant développer des services nouveaux. Donc, c'est un exercice inédit pour lequel nous avons besoin d'aide, évidemment. Thomas Porcher. Écoutez, là, dans un sondage assez récent, il y avait 30% des Français qui disaient qu'ils ne pouvaient pas faire plus d'efforts, qu'ils étaient déjà au maximum sur le coût de la facture énergétique. Et vous savez, il y a des inégalités. Ces Français sont souvent concentrés dans des communes, comme les communes des deux maires que nous venons d'entendre. Et donc, ça doit être extrêmement difficile. Parce que, voilà, quand vous avez des communes où les taux de chômage sont 3 fois plus élevés que la moyenne nationale, où les taux de pauvreté sont proches des 50%, effectivement, là, une hausse des prix a un impact majeur sur des gens qui ont déjà très peu de pouvoir d'achat. Et puis, je rajouterai quand même une chose qui est importante, et j'en parle aussi dans mon dictionnaire, c'est que vous savez, la baisse des dotations aux collectivités locales, qui a été faite en 2015, sous Hollande, pour financer notamment en partie le CICE. Les collectivités locales, elles ont des dépenses à faire dans le périscolaire, dans les crèches, dans les loisirs, dans la culture. Et on savait en fait qu'en baissant ces dotations, comme ça n'avait pas été fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, il faut le dire, ça a été poursuivi ensuite par Macron, il y allait avoir un impact tôt ou tard. Et là, certes, il y a une crise encore une fois, mais on voit qu'il y a un impact sur plein de services publics qui sont dans les communes. Par exemple, moi je vois il y a quelques semaines Libération titrait « Les crèches vont craquer » ou quelque chose comme ça. C'était en première page. Mais c'était prévisible.
Si vous baissez les dotations depuis 7 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent les collectivités locales? Elles ne peuvent plus investir dans leurs crèches. Et à un moment, ça pète. Et c'est pareil pour le périscolaire. Et là, vous avez un événement qui arrive, qui augmente les prix des cantines. Et là, ça devient très ric-rac. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est d'avoir toujours, encore une fois, je le dis, cette analyse un peu rétrospective de choix politiques qui ont été faits, qui fait qu'un événement arrive et qu'il envoie tout valser comme dans un jeu de quilles. Et c'est ce qui se passe souvent. Et c'est ce qui se passe aussi pour les collectivités locales, et d'autant plus les collectivités locales les plus pauvres. Justement, Philippe Rio, lorsque l'on prend, donc cette fois-ci non plus le budget de votre commune, mais le niveau de vie et la manière dont les habitants de votre ville, Grigny, dans le 91, peuvent s'alimenter, vivre, bref, mener toutes les activités économiques nécessaires à la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, par exemple, sur le front de l'emploi, les choses au moins se sont améliorées? Grigny, c'est 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. En clair, aujourd'hui, avec cette nouvelle crise économique, c'est la misère pour la majorité. 50% des travailleurs sont des travailleurs pauvres à Grigny. Et donc, même si l'emploi s'améliore, les salaires ne s'améliorent pas. 50% des travailleurs sont des travailleurs pauvres dans ma ville. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est une accélération continue depuis... la crise Covid a été un coup terrible, a été un accélérateur de vulnérabilité, de fragilité. On croyait s'en être sorti et boum, un nouveau tsunami arrive, que ce soit pour les collectivités locales où nos budgets ont déjà été ébranlés, effectivement par ce qui a été rappelé 2015, le pacte de stabilité, et puis cette crise Covid où on a fait des dépenses utiles pour les gens, on ne le regrette pas, mais tout ça a un coût et on a été, je rappelle, que très peu compensé par l'État sur les vaccinodromes, sur un certain nombre de choses. Oui, parce que j'allais vous demander, Philippe Rio, pardonnez-moi, j'allais vous demander justement quelles étaient les dépenses que vous aviez faites. Pendant le Covid, ça a été, par exemple, dans nos villes populaires, ça a été une explosion de la crise alimentaire. Grigny, c'est 1000 tonnes d'aide alimentaire par an, dispensées à 80% par les Restos du Cœur et le Secours populaire, le reste par des associations locales et des épiceries locales. 1000 tonnes pour une ville de 30 000 habitants. Mais alors, justement, qu'est-ce que finance la mairie? La mairie... D'abord, je reviens, permettez-moi, sur la crise énergétique. On fait comment le chauffage en école maternelle ou dans les crèches? Parce que, bien évidemment, toutes les communes vont mettre en place un plan Orsec sobriété. Nous sommes rigoureux et responsables. Mais ce sera insuffisant. Et on ne baissera pas, on ne peut pas baisser la dépense énergétique dans les crèches, ni dans les écoles maternelles, ni en primaire. C'est impossible. On fera un certain nombre de choix. Je pense particulièrement aux piscines, aux choses énergivores. Je pense par exemple Qu'est-ce qui va se passer avec les piscines de fin d'année. Écoutez, tout le monde est en train de réfléchir à savoir si on les ferme ou pas. Pendant 2 semaines, pendant les vacances d'hiver et les vacances de fin d'année, ou sur des périodes beaucoup plus longues. Bon, parce que ça n'est pas neutre aussi de fermer les piscines. Enfin, vous le savez mieux que moi, Philippe Rio. Oui, absolument. Oui, quand 60% des élèves en 6e ne savent pas nager, c'est un vrai problème. Absolument. Hélène Geoffroy, est-ce qu'il y a des dépenses que vous allez reporter? Est-ce qu'il y a des investissements récurrents ou des dépenses récurrentes, que vous allez devoir annuler? Peut-être redire par rapport à ce que dit mon collègue Philippe Rio, que nous sommes face à des choix qui n'en sont pas en réalité vraiment. Nous sommes dans nos villes de banlieue engagés dans des programmes d'investissement, de travail pour votre intervenant parlait du périscolaire, du travail d'accompagnement de la jeunesse. Nous avons des villes très jeunes et moi j'ai une ville qui gagne beaucoup d'habitants. Donc je suis obligée d'ouvrir des écoles, donc des équipements supplémentaires, donc des lieux à faire fonctionner en plus. Et donc, ça veut dire que pour une ville aussi jeune, la question qui va se poser, c'est est-ce que structurellement, les politiques de jeunesse peuvent être maintenues? Parce qu'une fois qu'on a fermé un peu les équipements pour gagner 2 jours de chauffage, une fois qu'on a essayé de tenir sur la restauration scolaire et sur les taxes locales, finalement, ce qui peut rester, c'est sur les budgets de fonctionnement, décider de détricoter ce qui a été si important en termes de politique de jeunesse, de politique de sécurité. Quand on me parle de diminuer l'éclairage dans ma ville, ça veut dire que les caméras ne verraient plus. Donc vous voyez bien qu'on est dans des choix qui deviennent cornéliens. Ce que nous demandons aussi, et donc voilà la liste des choix qui sont devant les maires pour répondre à votre question. Après avoir fait des dépenses dans la crise sanitaire,
pour les vaccinodromes, les centres de dépistage, pour acheter des masques parce que nos habitants n'avaient pas les moyens d'en acheter. Au début, on ne les trouvait pas. Dans des villes pour lesquelles, finalement, dans les recettes, vous avez parlé de la dotation globale de fonctionnement. L'avantage sous le quinquennat avant celui de François Hollande, c'est que notre DSU, notre DPV, qui sont deux dotations spécifiques pour les villes de banlieue. Vous pouvez nous dire ce que signifient ces acronymes? C'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. Je rappelle que vous avez été secrétaire d'État chargé de la politique de la ville. C'est pour ça que je l'ai suivi très large. Voilà. C'est pour ça que je l'ai suivi de très près. La dotation de solidarité urbaine et la dotation de politique de la ville, qui sont des dotations pour les villes comme Grigny et comme la mienne, avaient été largement augmentées. Voilà, avaient été largement augmentées, et que là, ce n'est pas le cas, et donc c'est une demande que nous faisons pour compenser justement cette baisse de la DGF. Et c'est une demande concrète, parce que sinon, c'est des politiques structurelles qui peuvent être détricotées. Sur les investissements, bien sûr que je vais être obligée de regarder leur temporalité, parce que sinon, je ne peux pas les engager quand les coûts des matières premières augmentent et que les investissements surenchérissent de 20% au moment où je vous parle. Donc, effectivement, j'imagine qu'on retrouve les mêmes problèmes à Grigny, Philippe Rio. Oui, absolument. C'est des investissements qui vont être reculés après avoir été reculés pendant la crise Covid, parce qu'on avait l'urgence sanitaire à gérer. Les matériaux en région parisienne, c'est plus 30%. Et donc, pour des mêmes travaux, on se prend plus 30%. Plus la crise énergétique, plus des dotations qui n'augmentent pas. Donc nous sommes confrontés à cela, et j'insiste beaucoup, les villes populaires comme Vaux-en-Velin, Grigny et bien d'autres en France, on a la particularité d'être des villes extrêmement jeunes. Qui dit des villes extrêmement jeunes, c'est objectivement mesurable, implique plus d'écoles, implique donc plus de mètres carrés à chauffer. C'est mathématique. Et donc, il y a une inégalité même entre collectivités locales par cette particularité démographique qui fait que des communes ont objectivement 1, 2, voire 3 groupes scolaires supplémentaires par rapport à une ville du même strate démographique. Et là, il y a, encore une fois, accélération des inégalités. Thomas Porcher. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai voulu dire dans mon livre. En fait, ce que je veux dire, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme un économiste de gauche, mais moi, je me présenterai plutôt comme un économiste du réel. En fait, parce que ça, c'est le réel. Vous avez deux maires qui parlent de la réalité. Et j'en parle dans mon livre. Je veux dire, je ne comprends pas aujourd'hui. Vous vous rendez compte quand même, vous êtes une ville pauvre, où il y a majoritairement des jeunes. Et vous refusez de faire les investissements nécessaires. Parce que qui dit jeune, dit effectivement plus besoin de puéricultrices dans les crèches, plus besoin d'investissements dans le périscolaire, dans les écoles, dans la culture, dans le sport, tout ça. Vous formez la jeunesse. Et ça, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous voyez ? Donc, moi ce que je critique, quand je critique certains de mes confrères, c'est que pour moi, ce sont devenus des gens qui vont rayer une ligne de dotation, comme ça, sur les collectivités locales, en se disant, on la raye, comme ça, on a un meilleur déficit à présenter à la Commission européenne, parce qu'on a fait des cadeaux aux entreprises, et ils pensent que ceci est neutre. Ce n'est pas neutre. Ça a un impact sur la vraie vie. Et moi, j'appelle mes économistes, un peu comme Stiglitz en 2000 dans son livre La Grande Désillusion, à descendre un petit peu de leur piédestal et d'aller voir ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que chaque choix économique a une conséquence sur des gens, sur la vie réelle. Bon, ça a une conséquence aussi à l'échelle du pays tout entier, Thomas Porcher, puisque les investissements qui ne peuvent pas être faits par les collectivités locales pèsent sur l'économie totale du pays. Oui, mais alors c'est un choix, là, c'est un arbitrage. Quand vous faites 20 milliards de baisse d'impôts ciblés sur les entreprises, dont la plupart sont des grandes entreprises qui en ont profité, et sur l'ISF, c'est-à-dire les 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine français, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les comptes en banque et ce qu'il y a en immobilier, vous avez fait un choix. Si vous compensez sur l'immobilier, mais si sur l'immobilier, la taxe demeure. Oui, mais c'est quand même... Là, je parle de l'ISF, on parle des 1%, les personnes qui ont 25% de patrimoine. Mais effectivement, sur l'immobilier, la taxe demeure. Sachant que plus vous êtes riche, moins vous avez en proportion dans votre fortune de l'immobilier. Vous avez surtout des placements financiers. Donc c'est en plus un impôt régressif pour les plus riches. Ça, il faut le dire. Mais quand vous faites ces choix-là, et que de l'autre, vous faites des économies sur la sphère sociale de 25 milliards pour compenser ces choix, désolé, pour moi, il y a eu un arbitrage économique qui a été en faveur d'une partie de la population et pas d'une autre partie. Et la question que j'ai toujours posée, moi, c'est de dire, en économie, il n'y a pas qu'un seul avenir. Il n'y a pas que cet avenir-là. Il y a plusieurs avenirs. Et il faut en débattre sur un pied d'égalité.
ce serait beaucoup mieux pour la démocratie. Et c'est juste les voies que j'essaye d'esquisser dans mon livre pour que les gens puissent avoir ça en tête et qu'ils n'acceptent pas les termes du débat tels qu'on leur propose et tels que je l'entends souvent quand Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou d'autres parlent d'économie. Mais alors, Philippe Rio, justement, comment voyez-vous les choses ? Vous êtes maire communiste, donc j'imagine que la politique qui est suivie par le gouvernement ne vous agrée pas. Qu'est-ce que vous attendriez de celui-ci ? Quelles sont les aides dont vous auriez besoin selon vous ? Les collectivités locales, majoritairement, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un jeu qui est assez drôle, c'est que nous prenons tous des motions dans nos conseils municipaux, dans nos communautés d'agglomération, dans toutes les instances pour dire, grosso modo, il faut instaurer une taxe sur les super profits ou contribution exceptionnelle, parce qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et dans l'attente que les choses se calment, nous souhaitons, prenons l'exemple, on entend 10 milliards d'euros de ce que pourrait rapporter une taxe sur les super profits. Eh bien écoutez, très concrètement, nous demandons qu'elle soit instaurée et que ces montants soient fléchés sur les collectivités locales pour faire face à cette explosion de la crise énergétique, des factures énergétiques des collectivités locales, et en même temps qu'une partie vienne alimenter le fonds vert qui doit accélérer la rénovation thermique. Parce que l'argent que je dépense aujourd'hui dans ma facture énergétique, je ne la mets pas dans la rénovation thermique de mes bâtiments pour réduire ma consommation. Et cette rénovation énergétique, pardonnez-moi, cette rénovation énergétique, elle n'a pas été faite dans la plupart de ces bâtiments, y compris dans le secteur qui est le secteur social ? Non. Elle a été faite à un rythme qui est parfois insuffisant. Mais là aussi, il y a des inégalités de budget dans les collectivités locales. Et c'est comme les gens pauvres. Les gens pauvres, dans leur pavillon, ils n'ont pas pu engager la nécessaire rénovation thermique parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et bien, dans les collectivités locales, c'est la même chose. Il y a des communes qui ont pu le faire massivement parce qu'ils avaient les fonds et d'autres ne l'avaient pas. Et donc, on a fait des choses. Mais objectivement, lorsqu'on a un patrimoine des années 60-70, eh ben, son étiquette, elle n'est pas au top. Et donc, nous avons des plans pluriannuels d'investissement, mais encore une fois, le 1 million d'euros que je mets dans ma facture en 2022, je ne peux pas le mettre dans le changement des menuiseries, dans le changement des ampoules, dans les écoles, dans la rénovation thermique et la régulation des outils de chauffage. Hélène Geoffroy, qu'en pensez-vous ? Oui, moi je partage en tout cas le principe avec Philippe Rio qu'il faut pouvoir faire de la redistribution. Et l'un des soucis que nous avons avec Bercy, je crois, c'est qu'il considère que les collectivités locales sont prospères et sont riches et ne mesurent pas à quel point, et c'est une vraie alarme que nous lançons en banlieue, à quel point nous sommes les acteurs de la cohésion sociale. Si nous ne sommes pas là aux avant-postes comme nous l'avons été pour le Covid, c'est notre tissu qui se désagrège parce que les habitants auront du mal à payer leurs factures de chauffage personnel. Si la restauration scolaire, ils ne peuvent pas suivre. Comment dirais-je, dans leur vie professionnelle, ils ne sont plus chauffés parce que tous les bâtiments sont réduits, on réduit les températures. Si finalement, lorsqu'ils vont faire des courses, ils sont en difficulté sur ce qu'ils achètent, et si les villes ne peuvent plus accompagner ce que nous avons fait pendant le Covid, alors nous sommes dans un facteur de désagrégation, j'insiste vraiment sur ce terme, de la cohésion sociale du pays. Nous sommes aux avant-postes. Il nous faut pour être des amortisseurs, il faut que nous en ayons les moyens. Et donc, c'est l'urgence, je crois, que doit avoir le gouvernement aujourd'hui. Parce que vous sentez ce que vous évoquez, Hélène Geoffroy, comme étant la désagrégation. Celle-ci est aujourd'hui perceptible. Oui, parce qu'aujourd'hui, si les habitants viennent nous voir inquiets, parce qu'ils sont inquiets, ils reçoivent les premières factures de charges de chauffage, malgré les boucliers pour un certain nombre de mécanismes. C'est un peu long à expliquer. Ils viennent nous voir à la mairie. Nous avons une augmentation de ceux qui viennent nous demander une aide. Et les épiceries sociales et solidaires de la ville retrouvent le plein qu'elles avaient pendant le Covid. Les indicateurs sont déjà là, ils ne sont pas à venir. Ils sont là maintenant. Un mot de conclusion, Thomas Porcher, sur ce que l'on vient de dire, finalement, donc cette situation qui est, et on pouvait s'y attendre, particulièrement difficile pour les ménages les moins aisés.
Mais ça revient à ce qu'on a dit au début d'émission, c'est-à-dire que tous ces problèmes n'auraient pas lieu si on avait une indexation des salaires sur l'inflation, au moins pour les plus bas revenus, et on n'en serait pas là. Et puis après, si des choix politiques avaient été faits en amont, la rénovation des bâtiments, j'en parle également. Vous savez, une rénovation aujourd'hui, c'est 20 000 euros. Alors vous pouvez avoir des crédits d'impôt, des aides, mais il faut quand même sortir de l'argent, c'est cher. Et c'est pour ça qu'il y a toujours 30 millions d'habitations à rénover en France, dont 4 millions de passoires énergétiques. Et donc, vous voyez, moi, je me dis, pourquoi l'État n'a pas pris ça en compte? L'investissement public n'a rien de malsain quand ça rapporte de l'argent. Et là, en plus, on crée des emplois qui ne sont pas délocalisables parce qu'on rénove en France et qu'on dit, en plus, que quand le bâtiment va, tout va. Donc, on aurait peut-être pu faire un peu plus d'investissement public dans la rénovation des bâtiments et on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais la crainte de ceux qui refusent une indexation des salaires sur l'inflation, c'est une sorte de spirale infinie. Oui, je ne sais pas comment les gens font le calcul entre 6% d'inflation et une spirale infinie à 20 000% d'inflation comme en Argentine. Je pense que les gens font des raccourcis parce que ça arrange un certain nombre de gens. Moi, je vois qu'on a 6% d'inflation. Indexons au moins, encore une fois, une partie des bas salaires. Moi, je dirais en dessous de 3 000 euros par unité de consommation. On regarde. Et puis voilà, ça permet aux gens de pouvoir vivre. Parce que là, en fait, ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui nous attend. Pour quelques centimes en plus sur les prix du carburant, on a eu le mouvement des gilets jaunes. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Et je veux dire, je rejoins ce que disait le préfet pendant le Covid du 93, il disait qu'il craignait des émeutes de la faim. Et je pense qu'on peut craindre dans certains quartiers pauvres qu'il y ait vraiment des émeutes dues à la faim ou au fait de ne pas pouvoir se chauffer. Merci Thomas Porcher. Mon dictionnaire d'économie, c'est le livre que vous publiez aux éditions Fayard. Merci à Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaux-en-Velin et vice-présidente de la métropole de Lyon. Merci à Philippe Riot, maire communiste de Grigny, une ville du département 91. Dans quelques instants, un point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.